Bonjour à tous, je vais essayer d'être très rapide sur mon introduction puisqu'on a des invités exceptionnels qui seront bien plus intéressants que moi sur ce sujet et je serai beaucoup moins pertinent en introduction que Mathieu qui était brillant tout à l'heure. Je voudrais juste faire un simple commentaire sur le sondage BVA qu'on vient de voir. Les sondages c'est toujours très intéressant, les chiffres aussi, le travail de BVA est bien évidemment exceptionnel. Néanmoins je voulais juste rappeler quelque chose, ça me rappelle il y a à peu près 2 ans un autre sondage BVA qui posait la question de savoir quelles étaient finalement les recettes pour la France. Et dans les recettes pour la France, le numérique arrivait en 9e position, alors que le Made in France arrivait en première position. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous partagez une certaine absurdité, en tout cas par rapport à une réponse comme celle-ci. Finalement, ce que ça montre, c'est que les Français répondent à chaque fois exactement ce qu'on leur a mis dans la tête pendant 6 mois, 1 an auparavant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, d'une certaine manière, ils font tous le constat que l'éducation va mal en France, bravo, et ils font aussi le constat que le numérique fait peur. Bravo encore. Ça veut dire qu'on les a bien ambiancés depuis ces 6 derniers mois, nos chers Français. Et donc, d'une certaine manière, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour faire tout simplement le constat qu'on a une nécessité de progrès aujourd'hui dans l'éducation et que nous sommes confrontés à un certain conservatisme, scepticisme vis-à-vis du numérique affirmé par les Français. Alors pour répondre à cette question très très large, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Michèle Lorisergue, présidente de l'ANAE, cofondatrice d'Educavox, le média des acteurs de l'école, Erwan Kézard, cofondateur de l'école Simplon. Nous avons François Tadei, généticien, directeur du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris 1, et Jérémy Fontagneux, enseignant en sciences économiques et sociales au lycée de Drancy, dans le 93. Alors, je m'assois à vos côtés, je vous donne le micro et je vous laisse vous présenter les uns les autres, vous le ferez bien mieux que moi. Michèle, c'est à vous. Bonjour et merci. Alors, l'ANAE, Association nationale des acteurs de l'école, depuis près de 20 ans. On a pris le parti que l'éducation ne pouvait pas bouger simplement de l'intérieur, mais avec tous les acteurs. Et donc, nous avons, il y a 4 ans, avec Joël de Ronet, créé Educavox, qui est aujourd'hui notre plateforme collaborative, on va dire, de diffusion de tout ce qui est de l'actualité de l'éducation, mais surtout de l'innovation, et qui donne aussi des supports de formation à nos enseignants, et qui reflète quand même une vision bien plus positive que celle qu'on a pu voir à présent. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Erwan Kézard et j'ai cofondé il y a maintenant 2 ans Simplon.co qui en 2 mots est une formation intensive en 6 mois, gratuite, sur créer des sites internet, des applications mobiles, des applications web pour celles et ceux qui veulent en faire leur métier. Et la particularité de Simplon, donc, pour revenir dessus après, c'est que c'est ouvert en priorité à des personnes qui ont toutes les compétences, toutes les aptitudes pour devenir développeuses, développeurs ou autres expertise dans le numérique, mais qu'on croise très peu dans le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être ingénieur pour maîtriser ce type de compétences. Donc, on ouvre prioritairement nos portes à des personnes qui sont ou demandeuses d'emploi, ou non diplômées, ou originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, personnes en situation de handicap, avec un objectif de parité homme-femme. Voilà. Bonjour, François Tadei. Moi, j'essaie d'aider des vilains petits canards à survivre dans un monde qui ne leur laisse pas toujours énormément de chances de développer leurs idées. Et donc, on essaie de faire ça en allant au-delà des frontières disciplinaires, en allant au-delà des différences entre le monde académique, le monde de la société civile, les entrepreneurs sociaux, etc. Et assez fondamentalement, ce qu'on essaie de faire, on a une chaire UNESCO qui est associée à ça, on essaie de réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche à l'heure du numérique. Bonjour, donc je suis Jérémy Fontagneux, je suis enseignant en lycée, j'enseigne les sciences économiques et sociales. Je ne sais pas si je peux dire que je suis un peu le versant pratique de François Tadei, un peu présomptueux peut-être. Mais on essaye de s'inspirer des choses qui se font intellectuellement et théoriquement sur la façon d'enseigner, qu'il faut changer, je pense. Et donc on essaye de l'appliquer à Drancy depuis 3 ans maintenant, avec un projet qui consiste principalement à passer par la coopération entre enseignants, le travail collectif à la fois entre enseignants et avec les parents d'élèves, les familles. Merci. Alors,
La toute première question pour vous, François, est la suivante. Le savoir est désormais à portée de tous. À quoi sert donc aujourd'hui l'école? Devons-nous continuer à apprendre des disciplines précises ou bien désormais apprendre à apprendre? Alors, je pense que ces jours-ci, il y a un débat relativement nourri sur ces thématiques. Moi, ce que je dirais, c'est que je pense que tous les parents veulent le meilleur possible pour leurs enfants à l'avenir. Ça, je crois qu'il y a à peu près un consensus sur ce genre de choses. D'un autre côté, quand on fait un sondage et qu'on demande aux jeunes s'ils sont contents du système actuel, 95% d'entre eux disent que non. D'accord, donc c'est quand même assez difficile de faire beaucoup plus. Et ils veulent des changements à 76% au moins radicaux. D'accord, donc on voit que le problème, c'est qu'on leur donne pas souvent la parole. Et donc on ne sait pas très bien. Il y a un certain nombre de gens à différents niveaux qui pensent l'avenir de l'éducation, mais on ne demande pas suffisamment aux jeunes ce qu'ils en pensent. Donc je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on regarde ce qu'on nous dit sur les tendances du futur, je pense que vous les avez discuté depuis ce matin, on nous annonce qu'à peu près 40 à 50% des jobs qui existent aujourd'hui vont disparaître dans les 20 ans. À partir de là, à quoi est-ce qu'on forme nos enfants? Est-ce qu'on les forme aux métiers d'hier ou aux métiers de demain? Mais on ne sait pas quels sont les métiers de demain. Donc on voit bien qu'on a une difficulté. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les machines sont toujours plus puissantes et qu'elles savent toujours plus de choses. Et donc si les enfants sont sélectionnés sur leur capacité à connaître la réponse aux problèmes d'hier, comme la réponse aux problèmes d'hier est dans les machines, un jour ou l'autre, ils vont se faire remplacer par une machine, s'ils ne savent rien faire d'autre. Donc assez clairement, il faut que les enfants ne soient pas simplement capables de connaître la réponse aux problèmes d'hier, mais qu'ils soient capables d'inventer des réponses aux problèmes d'aujourd'hui et même aux problèmes de demain. Et à partir de là, on voit bien qu'il faut les accompagner très différemment de la manière dont on les a formés depuis le 19e siècle, qui était basée sur l'idée que les problèmes d'hier et les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes de demain allaient être à peu près les mêmes. Donc dans une société qui bougeait relativement lentement, ce qui était celle du 19e et du 20e siècle, on pouvait faire ce pari. Ça fonctionnait à peu près. Aujourd'hui, avec l'accélération exponentielle qu'on connaît, ça ne fonctionne plus. Et donc on est bien obligé de changer assez radicalement la manière dont on accompagne les enfants. Donc par exemple, au lieu de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de poser de questions, on se doit de les accompagner dans leur questionnement, et parce que leur questionnement, c'est ce qui va leur permettre de poser les bonnes questions et de reformuler les défis d'aujourd'hui et d'inventer des solutions pour demain. Et donc on a absolument besoin de les accompagner dans cette démarche. Il se trouve que cette démarche est celle des chercheurs, donc moi ça tombe bien, je suis chercheur, et en fait ce dont on s'est rendu compte, c'est que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord ? Donc en fait, on est tous nés chercheurs, ça c'est la bonne nouvelle. On a tous un cerveau qui est capable de questionner le monde, on a tous un cerveau qui est capable d'expérimenter, on est tous capables de faire des erreurs, mais on est aussi tous capables d'apprendre de nos erreurs. Et si on apprend cette méthodologie-là, et si on renforce cette tendance innée qui est ce capital d'enfants chercheurs, alors on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc ça, on a commencé à le faire, y compris expérimentalement, dans un certain nombre de lieux, dont des zones d'éducation prioritaire, dont des quartiers plus ou moins favorisés, et on voit que ça fonctionne remarquablement bien. Ici même, on a organisé des congrès d'enfants chercheurs avec le soutien d'Universcience. Et les enfants, là vous avez une expo sur le cerveau, ils sont ravis de se poser des questions sur leur cerveau et sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas assez dormi, s'ils n'ont pas assez mangé, s'ils sont trop stressés. Ils ont pu montrer, par exemple, que la pression des notes, ça les stressait et finalement, ils apprenaient moins bien. D'accord ? Donc, quand on leur donne les moyens de poser des questions et d'argumenter et de développer leurs propres réponses, on voit qu'ils sont capables de construire des choses absolument radicales et qui les préparent au monde de demain. Jérémy, en partant de ce que vient de dire François, comment ça se passe au quotidien, justement, avec des lycéens dans le 93 à Drancy, et comment tu travailles avec eux en partant de ce type de principe? Notre système scolaire à Drancy, enfin le système scolaire dans son ensemble et notre lycée est un lycée comme les autres, en zone d'éducation prioritaire néanmoins, est vraiment semblable à ce que François disait sur l'éducation classique, héritée du 19e siècle, où on transmet des savoirs. C'est ce que nous faisons, nous enseignants, on transmet des savoirs en cours et on évalue les élèves sur les savoirs seulement. Et c'est ce qui se passe au baccalauréat d'ailleurs. Je suis professeur principal d'une classe de terminale qui passe les épreuves dans 2 semaines. Là, ça commence dans 14 jours, donc ils sont un peu en stress. Et on va leur demander de faire des dissertations en sciences économiques et sociales, en histoire, une composition, en philosophie, une dissertation aussi. Donc on leur demande de restituer des connaissances. Et nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, donc avec une petite poignée de collègues, et surtout les familles des élèves, c'est
en fait, d'obliger les élèves à se mettre au travail, on est assez dur. Et en fait, dans un premier temps, on est dans le cadre de ce système classique, on les évalue strictement sur les connaissances. En fait, en quelque sorte, on pousse de façon radicale la logique scolaire classique, mais qui va dans un mauvais sens. Mais dans un premier temps, on reste dans cette logique classique pour les obliger à se mettre au travail. Et en fait, quand ils se mettent au travail et qu'ils se mettent à progresser, parce que tous les élèves, y compris en ZEP, y compris quand les parents ne maîtrisent pas la langue, y compris lorsque les parents n'ont pas fait des études, en ZEP, quoi, tous les élèves progressent. Pas au même rythme, mais ils progressent tous. Et à partir du moment où ils se rendent compte que, en travaillant, en se donnant du mal, en répétant avec plus de rigueur, ils ne connaissaient même pas ce que ça voulait dire rigueur, en faisant des efforts, ils se rendent compte qu'ils peuvent progresser. Du coup, en fait, il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour eux. Ils se disent, en fait, on peut y arriver. En fait, c'est pas que c'est pas compliqué, mais c'est qu'en fait, il faut insister. Et donc, en fait, assez rapidement, nos cours, que ce soit en SES ou en mathématiques, en philosophie, en histoire-géographie, qui sont les 4 matières principales dans la filière ES, ces cours deviennent des prétextes. C'est-à-dire qu'en fait, les connaissances passent au second plan. C'est quoi le premier plan? C'est de faire en sorte que les élèves travaillent pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent y arriver et pour qu'ils puissent devenir justement des entrepreneurs de leur vie. C'est-à-dire, en fait, je peux y arriver, en fait, je peux avoir de l'ambition, en fait, si je veux, je peux viser loin. Et du coup, c'est un peu cette démarche de chercheur aussi, où on tente quelque chose, on tombe, parfois ça marche tant mieux, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave, il faut tirer des leçons, il faut avancer, etc. Mais c'est dans un second temps, en quelque sorte. Mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et ça débute à peine, mais les premiers résultats sont magnifiques, parce que, comme disait François, ça a pu être testé dans différents lycées, mais ce qui est magnifique, c'est la dimension universelle qu'il y a derrière ces petits. C'est des petits de quartier qui ont des doubles ou des triples nationalités, mais derrière, c'est l'enfant qui est en eux, qui est de dire, en fait, je peux faire des choses, en fait, je ne suis pas forcé de subir dans ma vie, je peux avoir des envies, je peux avoir de l'ambition. Et c'est vraiment cette dimension-là à laquelle on aspire pour les élèves. Toi qui es au quotidien, au sein de l'école, au plus proche des élèves, qu'est-ce que tu penses finalement de 2 sujets qu'on entend à tort et à travers aujourd'hui, qui est, pour le premier, l'idée qu'il y aura peut-être plus de valeur sur les diplômes demain, et deuxièmement, la grande tendance des MOOC, et ces millions de gens qui désormais peuvent apprendre derrière leur écran sans forcément faire la démarche d'aller dans un lieu d'éducation et d'être encadré, d'être pris par la main finalement dans cette démarche d'évolution. Quel est ton rapport à ces 2 concepts? En fait, je pense que les opportunités qui nous attendent sont magnifiques. Les MOOC n'en sont que le premier symptôme, avatar. Et je pense qu'on va au-devant de choses magnifiques. Je pense que le futur va être magnifique. Mais pour pouvoir y accéder, pour pouvoir que les individus soient vraiment acteurs et puissent se saisir de ces opportunités-là, il faut qu'ils soient devenus adultes et il faut qu'ils aient compris. Il faut qu'ils se soient transformés en chercheurs. François disait, quand on est petit, on est tous chercheurs. Et je crois que l'éducation qu'on nous transmet et la socialisation fait qu'on l'oublie. Je pense que c'est le rôle de l'école de transformer les petits en chercheurs. Et nous, c'est ce qu'on fait dans un premier temps, en quelque sorte. Je pense que les MOOC ne sont pas la panacée, qu'ils la sont une fois qu'on est devenu acteur. Nous, dans un premier temps, je pense que l'école doit les former en acteurs, en entrepreneurs, au sens très large. Et ensuite, dans un second temps, ils pourront s'emparer de toutes ces choses nouvelles et très prometteuses et qui, je pense, peuvent nous pousser à être optimistes pour la suite. Et du coup, à partir du moment où vous êtes dans cette logique de faire que les enfants continuent, restent des chercheurs, d'une certaine manière, finalement... le redeviennent, en fait. Ou le redeviennent. On leur a oublié. Voilà, on les a forcés à oublier ouais. finalement cet instinct. Du coup, la curiosité est au cœur, finalement, de l'apprentissage. Et si la curiosité est au cœur de l'apprentissage, j'en viens... finalement à ce que tu fais, Erwan, à la création d'une nouvelle école, d'une école pour apprendre à coder, et d'une certaine manière, comment préparer la jeunesse au métier de demain, sachant que 65% des futurs métiers ne sont pas connus. Et donc, comment vous fonctionnez au sein de Simplon, et est-ce que, encore une fois, cette curiosité est au cœur de votre démarche pédagogique? Apprendre à apprendre. C'est bon, j'ai terminé. Non, plus sérieusement, c'est marrant parce qu'on intervient sur 3 moments de la vie différents, les enfants, les adolescents, et nous, c'est les jeunes adultes, ou très adultes, pour ainsi dire, voire seniors. Et le fait est que, déjà pour recadrer un petit peu ce qu'on fait, donc on enseigne la programmation, c'est-à-dire
parler à des machines, taper des lignes de code pour qu'un site fonctionne comme on le veut ou qu'un smartphone affiche telle ou telle appli. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'aujourd'hui, ces technologies sont plus accessibles, donc il y a quand même une question d'accessibilité des compétences, mais aussi parce que donc plus la technologie est complexe, plus elle est simple, pour ainsi dire, mais aussi tout ce qui est à disposition en ligne, c'est incroyable aujourd'hui. Que ce soit en termes d'outils d'auto-formation, que ce soit en termes de personnes qui peuvent vous répondre sur un forum, que ce soit en termes de MOOC, d'e-learning. C'est ça qui fait qu'on a monté Simplon. C'est qu'on s'est dit, bon, il y a du boulot dans le numérique, il y a plein de postes à pourvoir, il y a plein d'opportunités entrepreneuriales, il y a tout un tas de technologies qui sont plus accessibles qu'avant, mais il y a aussi tout un tas de trucs à portée de main. Tout un tas d'outils pédagogiques et de contenus. C'est pour ça qu'on a monté ça et qu'on s'est dit en 6 mois, on peut former des gens intensivement sur la programmation. Et je fais un petit focus là-dessus, parce qu'il y a aussi la question de est-ce que tout le monde doit apprendre à coder et tout ça. C'est pas vraiment ça la question. Le code, la programmation, c'est un bon cas d'école parce que c'est compliqué. Il faut avoir un profil bien particulier. Et donc le recrutement, la sélection à l'entrée est très importante. Et ça donne, on va dire, certaines pratiques pour, à mon avis, préparer certains métiers de demain, qui sont principalement savoir chercher, savoir tester des choses, savoir aussi collaborer, savoir échanger, savoir échanger les connaissances avec les autres, savoir s'entraider aussi, parce qu'en s'entraidant, on apprend. Et de fait, pour revenir sur la question, est-ce que apprendre le code, c'est se préparer au métier de demain ? J'ai envie de dire, jusqu'ici, notre expérience semble prouver que oui, sur certains aspects, dans le sens où, sur nos apprenants, sur les premières promos, il y en a environ la moitié qui deviennent développeuses et développeurs, et d'autres qui deviennent complètement autre chose. Que ce soit des postes un peu classiques, type chef de projet, ou que ce soit des postes de formateurs un peu pas classiques, c'est-à-dire formateurs pour des enfants, formateurs pour des débutants qui parfois sont des débutants du fait de la fracture numérique qui est polymorphe. Par exemple, au printemps dernier, on a accueilli le comité exécutif d'un grand groupe français, qui est venu se faire former par nos apprenants, par les meilleurs de nos apprenants, qui pour partie n'avaient ni le brevet ni le bac. Et ça a donné quelque chose de super, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de faire clignoter des LED sur un objet connecté que les 10 cadres dirigeants étaient en train de développer, ils leur transmettaient aussi tout un tas d'aptitudes autour de l'agilité, de tester, apprendre, aller chercher soi-même les ressources. Donc toutes ces choses-là qu'on leur apprenait, il n'y avait pas que l'histoire de former au code, il y avait aussi tout le set de compétences qu'il y a derrière. Et plus largement, on se rend compte que, en fait, il y a une règle au sein de Simplon, c'est quand tu as un bug, quand tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, ne demande même pas au formateur, qui n'est pas un formateur, qui est un facilitateur, qui à la limite va t'orienter, qui va t'expliquer comment lui aurait fait, mais tu cherches tout seul. Tu apprends à résoudre des problèmes tout seul ou toute seule. Règle numéro 2, si tu n'y arrives vraiment pas, sollicite les autres. Et à partir de là, les autres ont le devoir de t'aider. Et c'est pas simple, hein, ça se manage, ça se design une formation comme ça. On a eu 3 promos à Montreuil, elles ont toutes les 3 été complètement différentes. Là, c'est un petit peu comme une micro-société. Il y a ceux qui sont là, qui avancent bien et qu'il faut, oh non, on va pas perdre de temps. Il y a ceux qui galèrent un petit peu et qui se forcent pas trop et qui sont là, ah, mais on a besoin. Et puis ceux qui galèrent mais qui ont envie d'apprendre, qui arrivent à faire des binômes de rattrapage, ça s'auto-organise. Et la règle numéro 3, du coup, c'est quand vous êtes à plusieurs, là, vous pouvez demander à quelqu'un qui peut vous débloquer, un formateur ou autre. Et ce mécanisme, j'ai envie de dire, pédagogique solidaire et autonome, je pense que c'est une façon d'apprendre pour demain. Il y a tout un tas de choses autour de la classe inversée, le fait que les élèves deviennent les enseignants, le learning by teaching. Typiquement, quand on met nos élèves en position de formateurs pour des cadres dirigeants ou pour des salariés en reconversion ou encore pour des élèves d'HEC, comme on a fait l'année dernière, il y a cette notion de learning by teaching, mais aussi apprendre à apprendre dans le sens apprends à apprendre tout seul, va chercher les bonnes ressources, aiguise ton esprit critique. Et ça, sur le côté connaissance, mais aussi sur le côté citoyen, parce qu'on y viendra peut-être plus tard. Et aussi, apprends à apprendre dans le sens apprends à enseigner, apprends à retransmettre. Pour conclure là-dessus, il y a une anecdote chez les développeurs qui dit qu'il faut coder avec un petit canard dans la poche. Comme ça, quand tu te poses un problème que tu n'arrives pas à résoudre, si tu le décris à ton petit canard, tu trouves la réponse dans la question. Tu fais « Ah, d'accord, c'est parce que j'avais abordé le problème d'une autre manière ». Donc, il y a un peu toutes ces notions-là. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu l'as dit, c'est 3 promotions très différentes les unes des autres. Et donc, en fait, vous-même, vous apprenez votre propre métier au contact de vos étudiants. Et tu parlais de citoyenneté, ça fait une bonne
passerelle finalement à la question que je voulais poser à Michel, parce que Michel, finalement, vous avez une vue d'ensemble aussi, qui vous est offerte par vos fonctions. Et je sais par les discussions qu'on a pu avoir hier que finalement, votre position par rapport à cette éducation, c'est la cohésion sociale et c'est la possibilité de faire travailler toute la société autour de l'éducation des plus jeunes et de nos futurs citoyens. Mais je n'ai pas oublié que j'ai été enseignante pendant plus de 30 ans quand même dans les classes. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental, et surtout avec des très jeunes enfants. Moi, la notion je voudrais un petit peu, effectivement, avec votre question, relier aussi les questions précédentes. Apprendre à apprendre, j'ai jamais beaucoup aimé cette question, enfin cette formulation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un petit enfant et qu'il va apprendre un langage complexe, on ne va pas lui apprendre à apprendre le langage complexe. On va le mettre dans une situation, dans un contexte d'apprentissage qui est à la fois le regard valorisant, la situation, mais aussi le contexte riche dans lequel il va être, l'accompagnement verbal de ce qu'il fait, de ce qu'il ressent, l'inciter à répondre dans des situations toutes simples. Je veux dire, c'est tout ce cheminement, cet accompagnement de l'apprentissage qui me semble fondamental de ne jamais oublier. Je crois qu'un enseignant, s'il a enseigné à l'école maternelle, il n'oublie jamais cela. Et vous allez sur educavox.fr, il y a aujourd'hui quelque chose, un article qui a été publié ce matin qui s'appelle « De devenir éco-citoyen ». Vous voyez là, en toute humilité, une enseignante d'école maternelle qui fait formuler du vocabulaire, des mots et de la réflexion sur la forêt. C'est remarquable, le travail de cette enseignante qui à la fois incite à parler, reformule, mais ne donne pas la réponse, etc. C'est un travail d'artiste. Et c'est ce travail-là qu'on demande d'accompagnement de l'apprentissage chaque fois qu'on est enseignant, et on le ressent bien. Alors ensuite, on va dire que, pour nous, ce qui me semble moi fondamental, c'est que la technique, par exemple, elle n'est pas fondamentale. Bien sûr que nous souhaiterions que tous les départements et les écoles de France aient le très haut débit, qu'elles aient les structures adaptées en Wi-Fi, qu'elles aient du matériel à disposition, qu'elles aient les ressources à disposition. Et je crois que ça, c'est peut-être dans un troisième millénaire à venir, enfin je veux dire dans le devenir de ce troisième millénaire. Mais pour l'instant, on n'y est vraiment pas. Et il y a des enseignants en situation de détresse. Et je crois que l'image... La révolution éducative, on va dire, elle va s'ancrer dans quoi ? Dans l'image qu'on donne par les médias, avec des visions très réductrices de ce que peuvent être l'éducation. C'est pas l'écriture, cursive ou pas cursive, c'est pas le latin, c'est pas... Bien sûr que c'est important, mais il faut pas entrer par là. Il faut entrer par des choses qui me semblent, moi, fondamentales. Et donc, ce n'est pas une affaire de technique, disais-je, parce que même si on y va doucement, et c'est vrai que ça coûte cher, c'est une affaire de représentation de l'école, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce que quelquefois, là, il y a des enseignants qui résistent. Ils ont des raisons de résister, de souffrir. Moi, je ne jette la pierre à personne, surtout. Mais en revanche, ils résistent. Et ce qui fait que l'école ne donne pas une image cohérente d'elle-même. Donc ça brouille complètement la vision qu'on peut avoir de l'école. Ensuite, c'est une affaire de quoi ? C'est une affaire de culture, c'est une affaire aussi ancrée dans la politique, dans l'économie. On le voit bien aujourd'hui, ça me semble fondamental. Et donc, la nécessité de travailler tous ensemble pour faire bouger l'école. Parce que les innovateurs, ils sont où ? Ils sont dans l'école aujourd'hui. Parce que ceux qui lancent toutes ces expériences, la classe inversée, qui travaillent avec les drones, qui travaillent avec les GPS dans la classe, mais il y a un foisonnement extraordinaire d'expériences réussies. Ceux qui changent la valeur de l'évaluation en mettant des badges, ils continuent à évaluer, mais différemment. Ceux qui donnent une vision positive à l'élève de ce qu'ils peuvent réaliser. Celui qui a fait l'effort de faire son travail et à qui on dit mais voilà, tu as réussi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a agi, il a été acteur, il a pu produire, et il a eu surtout un accompagnement positif de son travail. On lui a accepté aussi ses cheminements d'erreurs, etc. Donc c'est tout cela. Les innovateurs, ils sont aujourd'hui dans les classes, je vous assure. Mais ils ne sont pas que là. Ils sont dans les start-up. Les start-up, mais enfin, les parents, ils y vont à je ne sais combien de pourcentage pour faire des révisions, pour faire des jeux, pour aller chercher ce qu'ils ne trouvent pas, soi-disant, à l'école. Mais rapprochons-nous d'eux. Ne les laissons pas à l'extérieur, parce que de toute manière, les élèves iront. Ils sont aussi dans les collectivités.
Bon, les politiques, eh ben oui, c'est pas facile d'être politique, je crois, mais les collectivités, elles essaient de créer des dynamiques. On le voit aujourd'hui. Enfin, regardons tout ce qui se passe en Île-de-France, aujourd'hui en Aquitaine. Moi, je viens de l'Aquitaine, alors, hein, bon, voilà, bien sûr. Et donc, je crois qu'il faut montrer ce qu'ils sont en train de faire, des cités numériques, des endroits où vont se regrouper à la fois les start-up, tous les lieux d'intelligence et les universités, mais aussi les Fab Labs, où on accueillera les enfants des quartiers. Et moi, je dis, les innovations, elles sont où? Elles sont dans les quartiers qu'on va finalement aménager. Vous savez, il y a eu la grande époque où dans chaque quartier ou dans chaque village, chez moi à la campagne, j'habite en Lot-et-Garonne, on crée la salle vous savez, la fameuse salle où on accueille 55 jours par an les mariages. Et donc, beaucoup d'argent quand même dépensé. Il faut que ces lieux soient équipés en lieux de culture. Et je crois beaucoup que la technique qui évolue aujourd'hui fera que, peut-être, les enfants, les élèves pourront aussi avoir ces lieux de culture à disposition tout le temps. Parce que je crois beaucoup au temps éducatif dans un continuum d'apprentissage. Moi, je crois que l'école a sa spécificité. Chaque école a ses caractéristiques. Et bien sûr, là, les enseignants sont des professionnels et on ne peut pas leur enlever, loin de là, toute leur force. Mais il y a aussi des animateurs, des parents, des personnes qui travaillent dans les lieux de médiation culturelle et scientifique, qui sont fondamentaux aussi pour assurer ce continuum éducatif dont on a tant besoin. Alors, pour terminer, j'avais une question extrêmement simpliste suite à ce que vous venez de dire, puisque je me posais la question de savoir si l'école de demain allait s'inventer au sein même de l'école traditionnelle ou si l'école de demain allait finalement se réinventer dans d'autres structures en dehors de l'éducation nationale, comme tu peux le faire, Erwan, mais au sein de l'école traditionnelle, comme tu peux le faire au quotidien à ton échelle, Jérémy. Et finalement, on se rend compte, de par ce que vous avez tous dit, que la recherche et la créativité et la culture doivent être au centre finalement de l'éducation de ces générations futures, que le numérique n'est que finalement des canaux, un élément technique qui pourrait potentiellement faciliter tous ces travaux. La question que j'ai envie de vous poser et qui finalement finira ce débat peut-être par de l'action, c'est de savoir si vous vous connaissez tous les quatre. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé tous les quatre? Et si vous deviez faire des choses demain ensemble, justement pour cette cohésion et que tous ces acteurs puissent se réunir avec un seul objectif, que feriez-vous? Jérémy, est-ce que tu peux répondre en premier à cette question? Est-ce que vous vous connaissez? On n'avait pas préparé celle-là, tu me l'avais pas dit. Moi, je connais François TDI. Je le lis et je l'écoute. Je connaissais Simplon aussi. Et je pense qu'on peut se donner de la force. On dit parfois ça avec des anciens élèves qui sont passés par le système et qui ensuite vont dans le supérieur et qui reviennent pour motiver un peu nos élèves en disant « faut se donner de la force ». Et là même, le fait de vous écouter, ça donne de la force. Donc je pense qu'on peut se donner de la force, qu'il faut qu'on se lise, peut-être qu'il faut qu'on entreprenne ensemble. Concrètement, là, je ne sais pas. Oui, moi je connaissais effectivement un certain nombre de gens ici, y compris dans la salle. Et non, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. C'est-à-dire que le numérique permet que quand une innovation se produit quelque part, elle puisse se diffuser beaucoup plus largement et que les gens qui s'y intéressent puissent se rassembler autour. Donc ça, c'est assez capital. Et en fait, la même chose peut se produire dans une école ou chez les apprenants à toutes les échelles, que ce soit à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un apprend quelque chose, plutôt que ça se finisse sur une copie qui est une impasse du point de vue de la vie des connaissances, ça prend vie par le numérique et d'autres vont pouvoir apprendre la même chose plus facilement. C'est exactement ce que Erwan nous disait sur le code, c'est vrai dans plein de domaines. Et ça, c'est absolument fondamental. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui apprennent quelque chose doivent faire en sorte que d'autres puissent apprendre la même chose plus facilement. Tous ceux qui innovent doivent faire en sorte que d'autres puissent innover plus facilement. Et ça suppose de mettre en place un écosystème de coopération et d'entraide, mais on n'est pas très loin. Le numérique fait ça par défaut, mais il n'a pas été conçu pour ça. On peut dire qu'Internet est la plateforme de connaissances et d'apprentissage par excellence. Et en même temps, elle n'a pas été conçue pour ça. On a eu un Kong, mais tu peux quand même donner ton avis sur le sujet. On va dépasser un tout petit peu.
Ben, on se connaissait avec François et à chaque fois on se dit faut qu'on fasse des trucs, Nous, il faut absolument qu'on se voit dans pas longtemps. Et nous aussi, venez à l'usine à Montreuil. Et je conclurai très rapidement pour dire que globalement, on collabore et on avance avec des écoles primaires, avec des IUT, avec des grandes entreprises, typiquement Orange, avec qui on fait tout un tas de trucs incroyables, qui nous a vachement aidés et avec qui on innove sur la mise en posture professionnelle des élèves. Tout de suite, ça valorise. On parlait de l'effet Pygmalion, de valoriser les gens. Et globalement, par exemple, à Marseille, Simplon Marseille, c'est au sein de l'école centrale pour des jeunes des quartiers prioritaires et des moins jeunes. Au Cheylard, vous parliez des lieux de vie. Au fin fond de l'Ardèche, au Cheylard, un village industriel où il y a eu des plans sociaux assez violents, la moyenne d'âge est à 37 ans. Ce sont d'anciens fraiseurs, d'anciens secrétaires qui sont en train d'apprendre le code et qui arrivent, et c'est tout à fait autre chose. Et là, ça se fait avec la collectivité, avec les industriels du coin. Donc en effet, la diversité, tant dans le fait d'avoir des gens de Bac-8 à Bac+8 ou des étudiants de Villeneuve-la-Garenne qui n'ont pas le brevet, qui forment des HEC, mais aussi diversité de structure, parce qu'on a chacun des savoir-faire et il y a quelque chose à créer avec ça. Et sociétalement, citoyennement, c'est important. Alors, je vais être très rapide. Bien sûr, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit. Moi, il y a 2 éléments que je voudrais simplement souligner. C'est le fait de ces rencontres à public très divers, très variés. Et ça fait avancer les choses parce que nous partageons. Mais bien sûr, je crois qu'il y a toujours quelques idées qui gèrent, mais qui ensuite se transforment. Et puis la deuxième chose, ce sont les projets. Parce que apprendre au sein de l'école, c'est bien, mais apprendre aussi lorsque des personnes, par exemple des personnes de la culture, des spécialistes culturels, des intervenants extérieurs, pardon, viennent aussi dans l'école avec le prof sur une séance culturelle, eh bien on apprend autre chose. Et nous-mêmes, travailler ensemble avec d'autres personnes, et c'est ce que nous faisons, nous, beaucoup à l'ANAE depuis longtemps. Chaque année, on a notamment des colloques qui réunissent tous les acteurs de l'éducation. 14-15 octobre 2015 à Bordeaux. Voilà, j'ai passé. Je salue les Bordelais qui sont à la Maison citoyenne. Et ce nom exactement, près de Bordeaux. Et donc, c'est un travail qui me semble fondamental de travailler tous ensemble sur des projets. Parce que c'est là qu'on apprend à se connaître, c'est là qu'on apprend à se comprendre et à avancer ensemble pour réaliser des choses. Comme les enfants apprennent en publiant, en parlant, en étant obligés d'exposer, de montrer leurs recherches. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Merci. Vous l'aurez compris, c'est l'éducation et l'histoire de tous, et donc vous avez tous quelque chose à faire. C'est bien, on va pouvoir se donner la main pour éduquer tous ensemble les générations futures. Vous avez tous la dalle, c'est bien normal, vu l'heure qu'il est. Oui, mais c'est pas encore fini. Mais nous allons en effet avoir la chance d'avoir un commentaire de synthèse par Henri Atlan et Célia Gruson-Daniel, et je vous refile l'antenne, ici Paris, à vous Boulogne. Merci beaucoup, merci messieurs, merci madame.